Alors, il y a encore différentes choses à tester ici, puis à un certain moment, on va jouer avec une image. Le texte qui est dans son bloc là au-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est agrandir le bloc. Voilà, j'agrandis le bloc. Et on va centrer le texte. Donc, pour ça, vous avez menu texte en haut de l'écran, paragraphe. Donc, c'est vraiment le complément de la palette caractères quand on doit travailler sur le texte. Encore une fois, pas besoin que je sélectionne le texte avec l'outil texte comme ceci. À partir du moment où il n'y a qu'une seule taille de texte dans le bloc, je peux sélectionner le bloc avec la flèche noire et ça va fonctionner. Ici, centrage horizontal. Donc, centrage en horizontal. Il y a évidemment plein d'autres choses qui peuvent être faites avec la palette paragraphe, des marges à gauche, à droite, un retrait de la première ligne. Ça doit être le retrait de la dernière ligne. Je n'utilise pas. L'espace avant paragraphe, l'espace après paragraphe, la lettrine. Bon, ben, et le nombre de caractères de la lettrine. Des arrière-plans de paragraphes, des bordures de paragraphes. C'est vrai qu'on peut y accéder par là aussi. La coupure des mots, enclenchée ou pas. Dans le menu de la palette paragraphe, oui, le type de compositeur, mais ça, c'est du InDesign avancé. L'alignement de la ligne sur la grille, la première ligne, l'équilibre des... Voilà, vous voyez que même dans le menu de la palette, il y a plein de choses. Donc, c'est quand même assez complet. Oui. Mais donc, ici, ce qui nous intéressait, c'était juste de le centrer en horizontal. Et alors, le centrage vertical, c'est par les options de bloc. Donc, menu objet, option de bloc de texte, commande B, CTRL B. Voilà, vous avez alignement centré. Avec la case aperçu coché, vous voyez directement ce que ça donne. Alignement centré. Bon. Si vous voulez modifier un peu le centrage, si vous jugez que c'est trop bas, il y a deux solutions. La solution complexe, c'est d'aller dans les options ligne de base et d'indiquer sur quoi est-ce qu'on centre le texte. Sur l'œil, la hauteur des capitales, l'ascendante. Donc ça, ce sont différents termes typographiques qui désignent les différentes parties des polices de caractères. Sinon, autre solution, dans Général, il n'est pas interdit de casser la chaîne. On a déjà touché aux marges à l'intérieur du bloc, casser la chaîne et peut-être aller mettre un peu de marge au-dessus ou en dessous. Et comme ça remonte. Vous voyez la ligne qui apparaît. Si vous êtes en affichage normal, vous voyez la ligne qui apparaît, la marge. Donc ça, c'est une marge seulement sur une partie, parce que j'ai cassé la chaîne ici avant d'aller régler. Pourquoi pas? Voilà. Voilà. N'hésitez pas à enregistrer de temps en temps. C'est vite fait. Donc, la couleur du texte. En sélectionnant le bloc, je vais pouvoir indiquer que cette fois-ci, non, je ne modifie pas la couleur du bloc, mais je modifie la couleur du texte. Alors, précédemment, les couleurs de bloc, nous avons été les choisir en double-cliquant sur la case de remplissage. Et on avait le sélecteur de couleurs qui s'ouvrait. Je vais annuler. Oui, alors en effet, chez toi, ça ne marche pas parce que tu ne travaillais pas sur le bloc du dessus, tu travaillais sur les blocs chaînés. Et pas de possibilité d'aller modifier la couleur du texte par la méthode ici. Il faudra le faire différemment
en mettant le curseur dans le bloc, en sélectionnant spécifiquement le texte. Mais là, on travaillait sur le bloc qui n'est pas chaîné. Donc, la couleur du texte pour le bloc du dessus, case de remplissage, et on va aller chercher la bonne palette qu'il faut utiliser. C'est dans le menu Fenêtre, Couleur, Nuancier, et c'est la touche, le raccourci F5. Si vous voulez enfoncer la touche F5 sur le dessus du clavier, vous allez avoir le nuancier. Et là, vous avez déjà différentes couleurs disponibles. Couleurs qui peuvent être teintées, c'est-à-dire qu'on peut diminuer la force éventuellement avec le curseur teinte, mais on peut aussi créer ses propres couleurs, parce que ça, c'est juste les encres de base et leur superposition. Vous avez les encres de l'imprimeur, cyan, magenta, jaune, noir. Noir entre crochets parce qu'on ne peut absolument pas le modifier. Cyan, magenta, jaune, noir. Et puis, vous avez en dessous les superpositions, comme vous voyez. 100% de magenta, 100% de jaune, ça fait du rouge. 75% de cyan, 100% de... attendez un peu, de jaune, oui, ça fait du vert. Voilà. 100% de cyan et 90% de magenta, ça fait du bleu. Voilà. Donc, c'est les couleurs secondaires. Donc, ça, c'est vraiment très basique, c'est pas très intéressant. Je vous dis tout de suite, couleur repérage, ce n'est pas du noir. Si vous mettez à un objet la couleur repérage, c'est toutes les encres qui seront appliquées sur cet objet. Donc, vous allez vous retrouver avec un objet, si vous lui mettez la couleur repérage, qui va avoir 100% de cyan, 100% de magenta, 100% de jaune, 100% de noir. Donc, 400% de charge d'encre sur le papier, alors que normalement, on dit que, et ça c'est l'imprimeur qui vous l'indique en fonction du papier que vous choisissez, 280% maximum d'encre au même endroit sur le papier. Et là, c'est 400%. C'est une erreur de débutant. On voit ça, on se dit, tiens, c'est du noir, je vais appliquer ça. Eh bien, ça fait des gros pâtés après, ça ne sèche pas. Quand les feuilles s'empilent à la sortie de la presse, elles se tachent les unes les autres. C'est compliqué. C'est juste à utiliser pour les traits de coupe, le repérage. Donc voilà, c'est expliqué. Le blanc, bien sûr, en impression, c'est la couleur du papier. C'est très intéressant aussi de faire dans le sobre, de ne pas faire nécessairement couleur sur couleur. Mais alors, s'il faut créer sa propre couleur, ben on va la créer. Allons-y. Dans le nuancier, nouvelle couleur. Et je vais vous dire pourquoi c'est mieux d'utiliser le nuancier que de double-cliquer sur la case dans la palette des outils. Donc, nouvelle couleur qui va s'imprimer chez l'imprimeur par superposition d'encre. Donc, ce ne sera pas une encre supplémentaire, ce qu'on appelle un ton direct. Ça sera plutôt quand, en plus des encres normales, on va ajouter du fluo ou du vernis. Ça, c'est un ton direct. Donc, on est bien en quadrichromie. Et on crée la couleur en indiquant les quantités d'encre cyan, magenta, jaune, noir. Voilà. Bien sûr, on ne va pas mettre 100% de noir, sinon ce sera toujours noir, quoi qu'on fasse. C'est logique. Bien, une fois que vous avez une couleur qui vous plaît, si vous voulez, vous pouvez modifier son intensité lumineuse. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe avec la touche Shift enfoncée. Quand vous prenez un curseur, n'importe lequel des 3 ou des 4, là, avec la touche Shift, c'est l'intensité lumineuse qui change. La couleur reste la même. Il est possible de donner un nom à la couleur ou de la nommer en fonction de ses pourcentages d'encre. Vous pouvez cocher nommer selon la valeur chromatique, c'est bien. OK. Et là, voilà. Et alors là, on vous indique, tiens, c'est une couleur qui a été créée par 4 curseurs pour les quantités d'encre cyan, magenta, jaune, noir. Et elles seront créées chez l'imprimeur avec un système de tramage. Ça va superposer des petits points cyan, magenta, jaune, noir pour créer cette couleur particulière ici. D'accord? Est-ce que ça paraît clair, là?
Voilà, pour ceux qui ne voient pas, j'ai ici tapé offset tram, puisque la technique utilisée chez l'imprimeur pour imprimer, c'est l'offset. J'expliquerai à un certain moment pourquoi ça s'appelle l'offset. Et donc, je suis juste allé dans Bing faire une petite recherche et je tombe par hasard là-dessus. Et vous voyez que les 4 encres sont imprimées sous forme de petits points qui forment des rosaces avec un angle différent pour chaque encre. Tiens, le noir est à 15 degrés. En principe, c'est plutôt 45 degrés. Ah non, quoique. Ah, c'est bizarre là. Ils disent ici que le noir est à 45 degrés. Et ici, il le montre à 15 degrés. Bon. Ah oui, il le montre à 45 degrés sur le côté. Oui, je ne vais pas expliquer pourquoi les couleurs les plus sombres ont les angles qui sont le plus éloignés de 0 degré, de l'horizontale. Et pourquoi les plus clairs sont à 0 degré ou 90, voilà, horizontale. Mais voilà, ça vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc, on a déterminé une couleur par 4 encres. Et donc, voilà différents exemples sur le web. Vous connaissez tous ça. Avec un compte-fil, on arrive à regarder et avoir les points. Je ne m'étends pas plus là-dessus, il y aurait énormément à dire, mais voilà. Donc, l'avantage de créer des couleurs dans le nuancier par rapport à double-cliquer. Donc, moi, je vous déconseille vraiment de faire ce qu'on a fait au début, double-cliquer à la manière de Photoshop dans la case de premier plan. Il vaut mieux utiliser le nuancier, et même chose pour Illustrator. Il vaut mieux utiliser le nuancier. Parce que vous avez ce qu'on appelle les couleurs globales. Est-ce que quelqu'un sait ici ce que sont les couleurs globales? Personne connaît Illustrator au point de savoir ce qu'est dans Illustrator une couleur globale? OK, on va tester ça. Vous avez un bloc en bas là? Un bloc chaîné? Voilà, vous allez le sélectionner avec la flèche noire. Vous avez sa couleur de fond qui est modifiable là. Vous allez appliquer la même couleur que celle que vous avez mise sur le texte au-dessus. Voilà. Bien. Et on imagine qu'on continue la mise en page et on applique cette couleur ici à plein d'endroits différents dans la mise en page. Et à un certain moment, on va pouvoir faire ceci. En cliquant à côté de la page, aucun objet n'est sélectionné. Donc, ça correspond bien sûr à édition, tout désélectionné. Mais c'est plus facile de cliquer à un endroit où il n'y a rien. Eh bien, la couleur est d'office globale dans InDesign. Ça veut dire que si je modifie la couleur du nuancier, ça va modifier tous les objets qui utilisent cette couleur. Vous allez tester ça, sans même devoir, bien sûr, sélectionner les objets. Je vous ai dit, la couleur pourrait être utilisée dans des dizaines de pages dans un document. Vous allez double-cliquer à droite du nom de la couleur. Vous allez cocher la case aperçue et vous allez modifier. Et voilà. Ça modifie à la fois le texte au-dessus et le fond du bloc. Donc ça, c'est pratique. Vous voyez un peu l'intérêt? Ça veut dire qu'on peut modifier le look d'un document, son aspect général, rien qu'en modifiant les couleurs dans le nuancier. Rien qu'en modifiant les couleurs dans le nuancier, on peut changer tout un document. Est-ce qu'on peut créer OK, donc ça veut dire que les couleurs que vous mettez au départ dans votre mise en page, ça n'a peut-être pas trop d'importance. Vous pouvez vous focaliser sur la forme, les blocs, leur positionnement, le texte, la taille du texte, etc. Et après, gérer la question des couleurs. Alors, pour répondre à ta question, oui, on peut ajouter une couleur au nuancier.
Je viens juste de vérifier comment ça fonctionne parce que quand on passe d'un logiciel à l'autre, c'est pas toujours évident. Ça fonctionne pas toujours de la même manière. Dans Illustrator, ça se fait différemment. Voilà. Donc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pas toujours la même manière de faire dans Illustrator et dans InDesign, alors que ce sont deux logiciels quand même cousins. Mais voilà, quand on sélectionne par exemple un des blocs qui contient une couleur qu'on a faite précédemment, vous allez pouvoir enfoncer la touche Alt et cliquer sur le signe plus. Et vous avez la boîte nouvelle couleur qui arrive avec la couleur. Si vous n'avez pas enfoncé la touche Alt quand vous avez cliqué sur le signe plus, là je viens d'annuler juste avant pour montrer qu'on pourrait aussi faire ceci, mais vous avez une couleur TSL. Donc là, je vais double-cliquer à droite pour indiquer comment je vais créer la couleur. Et là, je vais passer, vous êtes toujours dans la boîte, vous, en CMJN, tout simplement, voilà. OK. Et donc, la couleur a été, voilà, créée dans Nuancy. Par contre, vous avez peut-être remarqué ce que j'ai ici. D'abord, est-ce que ça a été pour faire ça? Je vais peut-être aller en arrière pour que ce soit plus clair. En sélectionnant le bloc, voilà, la couleur est là. Je clique dans le bas. Évidemment, il faut que j'aille bien plus en arrière pour pouvoir réexpliquer. Voilà, on est là. Je clique sur le signe plus dans le bas. Comme je n'ai pas enfoncé la touche Alt, la boîte n'est pas ouverte, je suis obligé de l'amener en double-cliquant à droite de son nom. Et là, je peux indiquer que le mode couleur, ce n'est pas TSL, teinte, saturation, luminosité, ça va être CMJN. Voilà, OK. Mais alors, vous avez peut-être remarqué, comme moi, que la couleur a terni. Si vous aviez choisi une couleur assez vive, il est possible qu'elle ait changé, forcément, parce que ça vous montre uniquement les couleurs imprimables chez l'imprimeur, le CMJN. Regardez, je vais le refaire ici. Voilà, avec le bloc sur le côté, par exemple. Je vais aller double-cliquer ici, comme on avait fait, et cette fois-ci, en couleur, je vais aller choisir quelque chose d'assez vif, voilà, comme du rose ici. Ça me montre la couleur qui sera imprimée. Ça montre la couleur qui sera imprimée, en effet, quand on est en CMJN. Donc, la couleur là, rose. Donc, je clique sur le signe plus ici, cette fois-ci avec la touche Alt, comme ça ouvre d'office. Et là, on vous montre, tiens, elle est trop vive pour être imprimée en offset, avec la technique offset de l'imprimeur. Peut-être qu'avec une imprimante jet d'encre, dont les encres coûtent cher et sont très vives, il serait possible de se rapprocher très fort de ce rose-là. Mais l'imprimeur utilise des encres économiques et la gamme couleur imprimable est assez restreinte. Et donc, il vous dit, tiens, voilà, ça va ressembler à ça. Donc, si je dis ici, je le fais en mode CMJN, ben oui, la couleur a terni. OK, et ben voilà, elle a terni. Donc, c'est tout à fait normal. En CMJN, on est restreint par la gamme imprimable chez l'imprimeur. Et je peux même vous dire, dans édition couleur, qu'il s'agit de cette norme-là de l'imprimeur. C'est ce qui est réglé dans édition couleur de InDesign. Donc du papier lisse à la norme européenne FOGRA 39. Si quand vous allez dans édition couleur, vous avez une norme américaine indiquée là, US Coated ou des choses comme ça, vous êtes mal. Ça veut dire que vous avez installé vos logiciels en anglais au départ, il vous a mis les réglages américains. Et les imprimeurs américains n'utilisent pas les encres de même couleur. C'est du cyan, du magenta jaune, noir, mais pas le même cyan, pas le même magenta. Et donc, vous allez avoir des gros décalages couleurs. Donc, faites gaffe à ça. Si vous installez Adobe en anglais, il vous met à cet endroit-là d'office des normes américaines au lieu des normes européennes.
Donc, quand je parle de gros décalage couleur, c'est vraiment des gros. Évidemment, du rouge restera toujours du rouge, mais vous allez peut-être passer d'un rouge cerise à un rouge framboise. Donc, ça peut quand même influencer beaucoup le design. En Stars, c'est un quelque chose, là. Le 27, c'est du papier non couché, certainement. C'est-à-dire, il est encore pire au niveau des performances, mais il a un intérêt, c'est que le toucher est agréable. Non, c'est du coated aussi. Donc, j'ai confondu avec le uncoated qui est ici, Oui. le 29, oui. Donc, le 27, c'est un autre type de papier. Donc, c'est le type de papier qui influence le rendu des couleurs. Voilà. OK. Donc, voilà, au niveau des couleurs, ça répond à la question: est-ce qu'on peut choisir une couleur comme on le faisait là, en double-cliquant et puis l'ajouter? Ben oui. Et si vous l'ajoutez et que vous la transformez en CMJN, attendez-vous à ce que ça ternisse. Alors, oui, tu as essayé avec la pipette de transférer la marge d'ici vers là. Il eût fallu, et là je vais cliquer à côté de tout pour désactiver, il eût fallu prendre cette pipette-là, ne le faites pas, double-cliquez dessus pour régler pour indiquer ce qu'elle prélève et ce qu'elle applique. Écoute, Mais moi, je ne vous conseille pas d'utiliser la pipette. C'est une méthode de travail, mais je ne vais pas l'expliquer ici. Pourquoi pas? Je crois qu'il y a même un livre qui explique travailler à la pipette dans InDesign, mais je ne vais pas l'expliquer ici parce que ça va compliquer un peu les choses. C'est une autre manière de faire. Si je vous explique la pipette, je suis obligé de vous expliquer aussi l'autre méthode, et ça va faire double emploi. Donc, j'aime autant que si vous voulez travailler à la pipette, vous le faites par la suite. Et donc, la solution, c'est plutôt de faire ceci pour faire ce que tu demandes, transférer la marge ici vers le bloc là. Mais on va tester, allez-y, tout le monde va le faire. Vous allez sélectionner avec la flèche noire simplement le bloc. Vous allez chercher menu fenêtre, style d'objet. Menu fenêtre, style d'objet, vous voyez raccourci, commande F7 pour ceux qui veulent utiliser le raccourci. On voit que notre objet a démarré d'un style. Donc, tout le monde voit ce que c'est les styles d'abord. Ce sont des stockages, des descriptions de choses. Dans InDesign, on a des styles de paragraphes, des styles de caractères, des styles d'objets, des styles de tableaux, des styles de cellules de tableaux, des styles de quoi encore? C'est indiqué là d'ailleurs. Ben, c'est tout, j'ai tout cité en fait. Donc évidemment, c'est à utiliser les styles. C'est génial pour accélérer le boulot. Donc l'idée, c'est de stocker la description d'un objet et de pouvoir l'appliquer sur un autre. Là, vous voyez qu'on a démarré du style bloc de texte standard et qu'on a fait des modifications. Quand vous survolez, vous voyez ce qui a été fait. Marge supérieure, marge inférieure, marge gauche, marge droite, option de note de bas de page, bloc texte. Tiens donc, ne semblait pas avoir fait ça. Non, les notes de bas de page, je m'en suis pas occupé, mais il intègre quand même, bizarre. Espace entre les notes, bah non. Le fond couleur, voilà, la dernière chose, fond couleur, ça oui, j'ai fait. Donc là, il s'embrouille un peu, il considère que j'ai modifié les notes de bas de page, mais ce n'est pas le cas. Et donc l'idée, c'est de faire ceci. En ayant le bloc sélectionné, on va dans le menu de la palette style d'objet, on demande nouveau style d'objet. Voilà. Bon, je vais l'appeler bloc vert avec marge. La valeur des marges, je pourrais la noter, mais ce n'est pas obligatoire. C'est dans les options bloc de texte, option générale bloc de texte que c'est indiqué. Oui, c'est du 6 mm chez moi, mais je ne suis pas obligé de le noter. Quoi qu'il en soit, voilà, vous allez cliquer. Attendez un peu. Si vous n'avez pas encore cliqué sur OK, vous allez faire ceci. Si vous avez déjà cliqué sur OK, ce n'est pas grave. Voyons un peu dans les paramètres généraux du style d'objet. Ce serait pas mal d'avoir ceci coché, appliquer le style à la sélection. OK. Et donc, vous voyez que notre objet a généré un style
et utilise le style. Et c'est là que ceux qui avaient déjà cliqué sur OK, vous allez devoir manuellement dire que cet objet qui a généré ce style doit l'utiliser. Vous cliquez sur le nom du style. Donc, ceux qui n'avaient pas coché l'option « Appliquer le style à la sélection », c'est pas grave, il suffit de le faire manuellement après. Après, je vais sélectionner un autre bloc et appliquer le style. Sauf qu'il devient vert, vous aviez peut-être envie que les marges arrivent, mais pas la couleur. Donc, on va faire annuler. Mais là, les marges sont arrivées. On va faire annuler. Donc, techniquement, ça a marché. Il y a juste que le style, si vous voulez pouvoir appliquer les marges, mais pas la couleur, il va falloir faire quelque chose. Donc là, j'ai fait annuler, j'ai récupéré la couleur du bloc normal, telle que je l'avais mise. Je clique à côté, rien n'est sélectionné, et je vais aller modifier le style d'objet. Soit en faisant un clic droit, modifier, soit en double-cliquant à droite du nom. Je vous rappelle que j'ai cliqué à côté, rien n'est sélectionné, c'est super important. Donc je clique à droite du nom, le style s'ouvre, et là je vais dire, tiens, non, tu ne vas pas modifier les fonds et les contours, on va décocher ça. Voilà, on décoche. Et en principe, maintenant, quand je sélectionne le bloc d'en dessous et que j'applique, c'est exactement ce que je voulais. Le style ne peut pas modifier la couleur de fond et de contour des blocs sur lesquels j'applique. Est-ce que ça paraît clair? Ça, c'est dans le cas où on veut qu'il modifie seulement les marges, mais pas la couleur des blocs sur lesquels je l'applique, le style. Donc, je peux même le renommer. Pas le fond et le contour. OK. Donc, Et donc, le mot bloc vert, c'est nul maintenant. C'est juste bloc avec marge. Hein. Ou je peux dire juste il applique des marges. Voilà. Marge 6 mm. Et voilà. Mais ne modifie pas le fond et le contour. Donc après, il faut nommer ces styles pour comprendre à quoi ils servent. Est-ce que ça va ou ça répond à la question? Donc, faites bien de poser des questions parce que je n'avais pas prévu de voir ça tout de suite, mais c'est des choses qui sont utiles et qu'on va voir. Si vous posez une question sur quelque chose qui n'est pas essentiel, oui, dans Photoshop, ceci correspond un peu à les effets spéciaux dans Photoshop, oui, hein, les contours, etc. Du coup, quand on a défini le style, Oui, le nombre de styles peut être infini. D'ailleurs, les magazines, il y a plein de styles, d'objets, de paragraphes, c'est par dizaines, hein, pour les magazines complexes. Voilà. Donc, dans Photoshop, pour stocker un style de calque, c'est par la palette style graphique. Ici, dans InDesign, pour stocker un style d'objet, c'est par la palette style d'objet. Voilà. Bon, c'est super utile les styles et figurez-vous que dans les écoles, on ne les enseigne pas toujours. Dans les écoles de graphisme, et alors les étudiants doivent passer un temps fou à modifier chaque bloc les uns à la suite des autres. Et ils prennent parfois 20 minutes à faire quelque chose qui ne prend en réalité que 30 secondes. C'est dommage. En même temps, on ne les empêche pas d'aller se renseigner sur le web. Hein. Google est votre ami ou Bing est votre ami. Maintenant, il faudrait plutôt dire, parce qu'il y a plus il y a autre chose que Google. Mais je veux dire, oui, quand on fait un truc répétitif et ennuyeux, il faut se poser la question, tiens, est-ce que quelqu'un n'aurait pas trouvé une astuce? Mais justement, en parlant d'effets spéciaux Photoshop, j'allais vous montrer un peu l'équivalent dans InDesign. Donc, vous pouvez sélectionner le bloc du dessus. On va appliquer une autre couleur sur le texte, par exemple du blanc. Donc, case ici. Je vais mettre du blanc, la couleur papier.
Et en fait, c'est la même chose que si je mettais... Ah non, c'est pas la même chose, j'ai rien dit. Dans ce cas-ci, non. J'ai confondu avec un autre logiciel. Donc, c'est bien du blanc qu'il faut. Aucune couleur, il n'apparaît pas. OK, donc du blanc. C'est la couleur du papier. Votre bloc est sélectionné. Vous allez dans le menu Objet, Effets. Alors, il ne veut pas le faire. OK, j'ai dû cliquer à côté, recliquer sur le bloc. Il s'embrouillait un peu. Objet, Effets. Et on va entrer dans les effets spéciaux par la transparence. Parce qu'il y a plein d'effets, donc commençons par la transparence. C'est notre porte d'entrée vers les effets spéciaux. Vous avez la case aperçu. Il n'y a pas de... Il y a pas... Donc, si ça ne fonctionne pas, tu cliques à côté avec la flèche noire, tu recliques sur le bloc et ça devrait fonctionner. J'ai eu le cas, il ne voulait pas y aller. Donc, vous avez la transparence de tout. Hein, paramètres pour l'objet, vous pouvez tester, opacité, vous pouvez diminuer la transparence. Voilà. On va faire OK pour voir un peu, parce que là, on a l'impression qu'on a juste mis une couleur de fond plus fade. Mais il y a réellement de la transparence. Vous allez tester ça, par exemple, en allant créer un cercle. Donc, derrière le rectangle ici, ne le confondez pas, c'est bien celui-ci. Vous allez chercher l'outil ellipse. Vous pouvez commencer à tracer là sur l'objet, n'importe où. Voilà, on ne lâche pas le bouton la souris, c'est une ellipse. Si on enfonce la touche Shift, c'est un cercle. Si on enfonce en même temps la touche Alt, il se crée par là où vous avez commencé à tracer. Et n'hésitez pas à le faire déborder au-delà des limites de la page, ce n'est pas un problème. Je lâche le bouton la souris, puis je lâche Alt et Shift. Ben oui, parce que c'est des touches de contrainte. L'erreur du débutant, c'est de lâcher à la fois les touches et le bouton la souris en même temps. Il y a une chance sur deux que les touches, ça ait servi à rien. Donc, on lâche le bouton la souris, puis les touches. Vous pouvez lui mettre une couleur de fond que vous voulez. Tiens, il y en a une qu'on avait créée précédemment. Voilà. Et on va le faire passer derrière le texte. Donc, soit objet disposition arrière-plan. Et là, on voit que le texte, l'objet, le bloc de l'objet texte, là, il est vraiment transparent, quoi. Je vais remettre ici objet disposition premier plan pour vous montrer que la palette des calques, menu fenêtre calque, va également vous servir. Quand on ouvre le calque, on voit tous les objets qui sont Moi, il ne me le met pas en arrière-plan. sur le calque. Alors, s'il ne te le met pas en arrière-plan quand... C'est peut-être parce qu'il n'est pas sélectionné. Oui. Ça, S'il n'est pas sélectionné, ça ne va pas marcher. Objet disposition, Le fond. objet disposition arrière-plan, ça marche. Objet disposition premier plan, ça marche maintenant chez toi. Donc, quand on ouvre le calque, on voit tous les objets qui sont sur la page. J'ai 4 blocs avec du faux latin, donc même 5, 6. J'ai un bloc avec le mot Barcelona chez moi. Quand il est sélectionné, le cercle, avec la flèche noire, on voit ici qu'il est sélectionné. Je n'ai pas nécessairement besoin qu'il soit sélectionné pour faire ce que je vais faire là, donc je clique à côté, il n'est pas sélectionné, mais je peux le prendre et le descendre sous tout. Voilà. C'est une autre manière de gérer l'empilement des objets. Voilà, et puis après, je le bouge. Et puis après, avec la touche aperçu, je vois ce que ça donne. Donc, il est tout à fait possible de faire déborder des objets au-delà des limites de la page, et c'est même très conseillé pour obtenir des mises en page intéressantes.
Avec la flèche noire, le cercle peut être modifié. Avec Shift, on peut l'agrandir, le rétrécir. Donc, pas besoin nécessairement d'utiliser la touche, l'outil de transformation manuelle. Dans le cas du cercle, là, ça va marcher. Avec la flèche noire, on a le cadre. Vous le voyez aussi, le cadre, hein. Voilà. Donc, les effets de transparence, ça peut être très intéressant parce que ça crée des nuances supplémentaires. Vous avez ici une nuance forcément qui n'existe que par la superposition du bloc à une couleur. Bien, donc vous allez resélectionner le bloc du texte et on va retourner dans les effets spéciaux. Objet, effet, transparence. Vous avez ici, en plus de l'opacité, le mode de fusion. Si vous choisissez produit à la place de normal, vous allez voir que ça change les choses. Et ensuite, avec la roulette de la souris, en se mettant ici, on peut passer en revue les différents modes de fusion. On appelle ça aussi les modes de dessin. Et donc, on teste, on regarde ce que ça donne. Ah oui, si on est en normal, ça ne va plus marcher la roulette de la souris. C'est ça qui est ennuyeux. Donc, c'est la fusion des couleurs du dessus avec celle du dessous, ces différents modes de calcul. Et on peut augmenter l'opacité à 100%. Donc, l'un ou l'autre, voilà, c'est vous qui gérez. Bon, vous pouvez remettre le bloc en mode normal, au niveau de sa couleur. Normal 100%, voilà, le bloc apparaît complètement par-dessus. Bien. On va pas faire énormément ici, c'est juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Si vous cochez ombre, bon, il y a un peu ombre portée d'abord. Ombre portée, vous voyez que ça fait une ombre portée sous l'objet. Si vous faites ombre interne à la place, ça fait une ombre à l'intérieur comme s'il était un peu découpé dans la feuille de papier, comme si on avait une découpe. Ça, c'est ombre interne. Je décoche. Maintenant, vous allez jouer sur les paramètres pour le texte. Paramètres pour texte. Essayez, ombre portée. Voilà. C'est le texte qui a l'ombre portée. Bien sûr, à côté, quand on a mis en surbrillance ici le mot, on a tous les paramètres ici. Mais je ne vais pas y toucher maintenant. Si on décoche ombre portée et qu'on coche ombre interne, on a l'ombre à l'intérieur. Ah là, ça pourrait être intéressant d'aller diminuer les paramètres. Ils sont tous grisés parce que je n'ai pas mis en surbrillance le mot ombre interne. Voilà. Et là, ils sont accessibles et je peux modifier. On peut mettre manuellement des valeurs inférieures à 1, taille 0,5, distance 0,5, c'est un peu faible. Ouais, c'est un peu petit. Je vais mettre 1 et 1. Voilà, ça donne ça. Bien. Opacité, on dit qu'en général, pour l'impression, les ombres à 40%, ça donne bien. Je tape 40 ici, touche tabulation pour valider, et voilà, j'ai une ombre à 40%. Mais c'est peut-être pas l'idéal ici, il faut peut-être que je mette plus. Mais retenez 40%, on dit qu'en général, pour l'impression, ça donne bien. D'accord? Donc vous voyez qu'on a les paramètres, les effets spéciaux pour soit l'objet, soit le texte, quand on a affaire à un bloc texte. Voire même uniquement pour le contour du bloc ou uniquement pour le fond du bloc. Mais en général, ce qu'on fait, c'est pour l'objet ou pour le texte.
Si vous cliquez sur OK, vous allez pouvoir revenir à tout moment là-dedans. Objet, effet, transparence. Et alors, le piège, c'est ça. C'est que vous voyez que vous avez une ombre interne sur le texte. Mais quand vous retournez dans Objet, effet, transparence, il n'y a rien qui est coché parmi les effets spéciaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut se trouver ici pour les paramètres du texte. Voilà, c'est là, si je veux modifier. Ça, c'est un peu piégeux. Donc, visuellement, c'est un peu lourd. Il faut jouer avec ce genre de choses avec parcimonie. Ça dépend de la cible. Si c'est une brochure pour des enfants, pour un parc d'attractions, ça peut être sympa, ce genre de choses. Les effets spéciaux. Maintenant, pour des adultes, on part plutôt vers du flat design, vers des choses plus sobres. Donc, c'est ça qui est compliqué aussi en mise en page, c'est que il faut tenir compte de la cible, le genre qu'on va donner à la publication. Et donc, l'idée, c'est que quand vous avez une publication à faire, il faut d'abord s'intéresser à ce que la concurrence fait. Qu'est-ce qui se fait d'habitude pour ce genre de produit, de service, pour cette cible-là? Qu'est-ce que les gens ont l'habitude de voir? C'est ça qui rend la mise en page complexe. Vous avez l'utilisation du logiciel, la typographie, mais qui peut être automatisée éventuellement. Il y a des choses pour vous aider, Antidote ou Prolexis. Et vous avez les habitudes du consommateur. Alors, j'étais en train de chercher ici comment j'allais mettre un contour sur le bord du texte pour donner un peu un effet comme si c'était le papier découpé, vous voyez. Le papier est découpé, a de l'épaisseur et en plus de l'ombre interne comme ça sur le texte, comme si c'était découpé, je voudrais mettre un contour, mais on n'est pas dans Illustrator ou Photoshop, donc ça va se passer ailleurs. Je clique sur OK et sur le texte ici, donc le bloc est sélectionné. Le bloc est sélectionné, on indique qu'on travaille sur le texte. Il a un fond blanc, on va lui indiquer une couleur de contour. On va peut-être aller créer du gris. Ceci dit, on pourrait mettre du noir et diminuer la teinte du noir. Et l'épaisseur du contour, comment ça se fait qu'il est si épais chez moi? Pourquoi tu es mis entier pour faire un tour et qu'on n'est pas reçu de tout? On va aller voir, menu fenêtre, contour. Donc, ta question, c'est pour la couleur du contour, pourquoi on ne le fait pas par la palette contour? Non, c'est pas ça, c'est parce que moi ici, en fait, j'ai aussi. Donc, on a fait la couleur du contour par le nuancier. Et là, j'ai une épaisseur qui a été héritée d'autre chose que je vais quand même diminuer ici. Voilà, 0,5 par exemple. Voilà, c'est ce que je voulais avoir, ce petit effet. Et la couleur du noir que je peux diminuer la teinte. Voilà. C'est que ce n'est qu'un tout texte, c'était comme ça. Donc, on a sélectionné le bloc. On a indiqué ici qu'on travaille sur le texte. On a mis la case contour à l'avant-plan. On a appliqué du noir avec une teinte. J'aurais pu créer une couleur spécialement pour ça, mais voilà. Et voilà, on obtient un effet qui est peut-être un peu plus intéressant, comme si on avait du papier découpé, vous voyez? Après, on peut gérer ça différemment. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Vous avez eu un petit aperçu des effets spéciaux, donc dans InDesign. À utiliser avec parcimonie.
Voilà, je vais vous montrer des exemples de posters typographiques qui est qui sont pas adaptés à des enfants, mais plutôt à un public d'adultes, plutôt intellectuels. Après, on verra d'autres tendances, vous allez voir. Mais là, je suis dans un moteur de recherche et je vais taper le mot macro-typography et je vais indiquer que je veux voir des posters, pas des posters, des posters idiots, voilà. Et donc, je vais aller dans la partie images et voilà plein d'exemples d'utilisation de la typo pour faire des posters. Donc, on appelle ça la macro-typographie parce que les polices sont utilisées très grandes, macro, très grandes, et parfois, rien qu'avec des polices de caractère, on arrive à faire des posters, des affiches, des flyers. Donc, on utilise vraiment le dessin de la police. Il faut avoir choisi la bonne police de caractère. On utilise le dessin de la police pour faire des designs intéressants de ce genre-là. Vous pourrez, quand vous voulez, aller regarder ça. C'est très intéressant. Les posters en macro, typographie. Il y a quelques exemples montrés ici. Voilà. Voyez? Donc, il faut oser. Il faut déjà savoir que ça existe, que c'est possible de faire des posters comme ça. On peut ajouter parfois des images, bien sûr. Mais donc là, ça montre que la typo peut vraiment servir pour faire des posters. Bien. Vous avez donc vu quelques exemples, mais il y en a énormément sur le web, des exemples de macro-typographie. Faut utiliser la police en tant qu'élément principal, avec ou pas des images. Voilà quelque chose qui pourra être essayé éventuellement par la suite. Mais donc, on ne va pas faire des choses comme ça pour les enfants, évidemment. C'est plutôt un côté haut de gamme, artistique, intellectuel. Il faut s'inspirer de choses existantes. Il faut faire de la veille graphique et technologique pour s'inspirer. Il faut garder un œil sur les tendances ou au cas par cas. Voilà, quand vous avez quelque chose à faire, vous allez voir ce que d'autres ont fait. Généralement, ça marche bien avec des polices sérifs parce qu'il y a des pleins et des déliés. Si on utilise des polices bâtons, des polices suisses, genre Arial, etc., évidemment, ça va être peut-être moins intéressant graphiquement parce que les polices sont moins dessinées. Voilà, à un certain moment, les Suisses ont redéfini la typographie pour une question de lisibilité, notamment dans les aéroports, etc., pour la signalétique. Si je tape police de caractère suisse, je tombe sur forcément l'autre grande famille de police qui n'a pas les sérifs, qui n'a pas les petites pattes, c'est les polices genre Helvetica, etc., que vous connaissez tous. Donc, laquelle il faut utiliser? Ben, ça dépend du sentiment qu'on veut faire passer. Et dans un même document, les deux peuvent être utilisés. Voilà. Donc, ne vous sentez pas coincé dans le format de votre page. On peut très bien créer des blocs de texte, les tourner, les faire déborder. Ça peut être très amusant. Et le fait d'avoir agrandi la table de montage, ça va vraiment aider. Par les préférences, on a été modifier la table de montage. OK, je voudrais vous montrer quelque chose ici. Vous allez sélectionner votre cercle que vous avez fait précédemment et on va créer une couleur spécialement pour lui. Donc, dans le nuancier, d'abord, là, il n'y a pas à choisir, hein, le T n'est pas enclenchable forcément, on est d'office sur le bloc.
Dans le nuancier, on va aller créer une couleur. Donc, spécialement pour ce cercle, menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. On pourrait faire Alt-clic sur le petit signe plus, ça marcherait aussi. Et alors, la différence par rapport à avant, c'est qu'ici, on va la faire en RVB. Menu ici, mode. Oui, donc on indique bien ici que ça va être, si on l'imprime chez un imprimeur, ce sera par superposition de 4 encres. Si on magenta jaune noir, ce qu'on appelle la quadrichromie. Par contre, le mode de création de la couleur, on va choisir RVB. Et donc ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif. On va imprimer en 4 encres, mais on va définir la couleur avec seulement 3 lumières. Allez-y. Et je vous en prie, faites une couleur vive. N'hésitez pas. Donc là, vous voyez qu'il vous dit, tiens, la couleur, elle ne va pas être imprimable telle qu'elle. Si on clique là, il va vous la transformer. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut une couleur vive. Donc, on insiste. Et on ne s'occupe pas de ceci. Et on va cliquer sur OK. Voilà. Vous avez, dans le nuancier, votre couleur vive, définie par quantité de 3 lumières. Voilà. Vous avez, sur l'objet, une couleur terne. Elle est différente de la couleur vive qu'on voit là. Pourquoi? Parce qu'il faut demander à InDesign de vous montrer la couleur, les couleurs RVB telles qu'elles sont. Menu édition, allez-y, espace de fusion des transparences, espace RVB du document. Et voilà, vous avez votre couleur vive telle qu'elle est dans le nuancier. Super. Donc, édition, espace de fusion des transparences, espace RVB. Donc, pour le cas où vous n'auriez pas compris, par mélange de lumière, on peut afficher plus de couleurs différentes que par mélange d'encre. Mélange de lumière, c'est ce que vous avez sur les écrans d'ordinateur, sur les écrans de smartphone, de tablettes, les projecteurs et les encres, évidemment, c'est toutes les techniques d'impression, la pire étant la presse de l'imprimeur. Pour des raisons économiques, les encres sont ternes dès le départ, alors que le cyan, magenta, jaune, noir de l'imprimante, ce sont des cyans magenta plus vifs. Donc l'imprimante peut imprimer plus de couleurs que ce qu'on peut chez l'imprimeur. En plus, certaines imprimantes ajoutent des couleurs supplémentaires, vert, orangé, etc. Mais ça, c'est du haut de gamme. Donc là, on pourrait se dire, mais si je fais un document pour l'impression chez un imprimeur, je ne dois pas utiliser de couleur RVB. Si j'amène des images dans le document, dans Photoshop, je dois les transformer en CMJN. Je ne peux pas les laisser en RVB et les amener des images RVB dans la mise en page. Il me faut du CMJN partout. C'est ce qui est enseigné dans les écoles aujourd'hui. C'est ce qui sera encore enseigné dans les écoles dans, pas toutes, hein, la majorité, dans 10 ou 20 ans. C'est ce qui est faux depuis 25 ans. Donc j'exagère, 24 ans. Donc Adobe préconise à notre époque, vous faites un document pour l'impression, arrêtez avec les couleurs CMJN, arrêtez avec Photoshop, transformez les images en CMJN dans Photoshop. Donc, ce n'est pas un problème du tout. Donc, si vous dites ça à certaines personnes qui sont dans le métier et qui n'ont pas mis à jour leurs connaissances depuis 10-20 ans, ils vont vous dire « mais c'est une hérésie. Qu'est-ce que ce formateur vous raconte ? C'est un document pour l'impression, c'est tout à fait logique de faire des images, des couleurs CMJN. C'est tout à fait logique qu'il faut transformer les images en CMJN dans Photoshop. » C'est faux depuis 23 ans. Je vous montre. Je vais ici dans
c'est quelque chose qui est très connu, en fait, hein, qui est très connu à certains endroits de l'Europe, c'est connu. Notamment, je suis en contact avec des pros de la mise en page, de l'impression dans le sud de la France, et c'est évident pour eux. En Belgique, quand je dis ça, on me regarde avec des gros yeux. Peut-être pas en Flandre, hein, mais j'ai pas beaucoup de contact avec la Flandre. Vous allez dire c'est la même chose, mais pas tout à fait. C'est pas la même approche de la technique. Donc je vais ici juste vous taper quelque chose dans Google ou Bing, parce que je cherche un article, voilà, de Creative Pro Network. Un article qui date de 2014. Bon, oui, ils vous disent, ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Donc calculez 2014, revenez 15 ans en arrière. Ça fait 15 ans qu'on vous le dit. Oui, vous avez probablement appris à convertir les images en CMJN dans Photoshop avant de les mettre dans InDesign. Et oui, on sait que vous le faites depuis 1989 dans PageMaker, c'est un ancien logiciel de mise en page. Mais vous savez quoi? On est au XXIe siècle, il est temps de se réveiller, sentir du café et changer sa manière de travailler. On vous le dit depuis 15 ans. L'article date de... Où est-ce qu'il est marqué la date de l'article? 2014, c'était mis au-dessus? En bas? Voilà. Donc David Blattner, c'est pas un rigolo, c'est une des personnes qui s'y connaît le mieux en mise en page dans le monde. Il a participé à la création de InDesign qui date de 1999. Et donc, voilà, quand il dit « ça fait 15 ans qu'on vous en parle », c'est depuis l'apparition de InDesign. Donc, vous pouvez laisser vos images en RVB, vous ne devez pas les convertir en CMJN, et en fait, vous ne devriez probablement pas les convertir en CMJN. Surtout pas dans Photoshop. Alors, petit bémol, parce qu'ils s'y connaissent quand même. Quand est-ce que ça a quand même du sens de convertir en CMJN les images dans Photoshop avant de les mettre dans InDesign? Quand on est un pro de la retouche photo et qu'on veut vraiment contrôler dans Photoshop le contraste des encres, notamment l'encre noire. Sinon, si on n'est pas un super pro de la retouche à ce point-là, c'est ce qu'on appelle des photograveurs, en fait, les gens qui sont spécialistes de la retouche pour l'impression. Quand on n'est pas, on laisse faire les logiciels et ils font ça très bien. Donc, quand même, ils vous le disent, oui, ça peut avoir parfois du sens de travailler en CMJN dans Photoshop, mais la plupart du temps, non. Et alors, ils sont désespérés. Mais je crois qu'ils sont encore plus désespérés maintenant, parce que ça fait quand même 23 ans, 24 ans que les gens s'ennuient à faire des choses inutiles, contre-productives, qui dégradent la qualité. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'il faut convertir en CMJN, évidemment, mais le plus tard possible. Le plus tard possible dans la chaîne graphique. Bon, c'est nécessaire, si on imprime chez un imprimeur, de convertir en CMJN, parce qu'un imprimeur, ça utilise 4 presses qui est monochrome. Le papier passe d'une presse à l'autre. Les informations de la mise en page doivent être vraiment séparées en 4 canaux. La quadrichromie, vous devez fournir, là il y en a 5 parce qu'il y a pour une couleur supplémentaire, vous devez fournir à l'imprimeur absolument, en voilà une plus petite, des fichiers CMJN. Mais en fait, ça se fait au moment où on fait le PDF pour l'imprimeur. On est dans InDesign, on a fait notre mise en page avec des images RVB, des couleurs RVB. Il peut même y avoir des couleurs CMJN et des images CMJN, c'est pas un problème, hein. Mais principalement, on ne va pas s'ennuyer avec du CMJN. Et quand vous exportez le PDF pour l'imprimeur, vous faites la conversion pendant l'export, le plus tard possible. Ça a plein d'avantages. Je ne vais pas aller trop loin ici, mais comme ça, vous avez l'explication. Que dire de plus? Donc, David Blattner, dans son
L'article dit que c'est un peu comme si on va dans une prison et qu'on commence à ouvrir toutes les portes des cellules. On s'attendrait à ce que les prisonniers profitent de leur liberté, sortent. Eh bien, malgré ça, non, il y en a certains qui vont rester dans la cellule avec la porte ouverte. Donc, il a l'impression que c'est comme ça. Il y en a qui se sont mis à faire des documents de mise en page en RVB et il y en a qui restent avec les anciennes méthodes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait des mises en page en CMJN? Pourquoi est-ce qu'on en faisait avant? Parce qu'avant, dans les années 90, les logiciels étaient mauvais pour ça. Ils ne pouvaient pas convertir le RVB vers le CMJN correctement, la mise en page. Donc, il fallait transformer en CMJN dans Photoshop. Il fallait utiliser des images CMJN dans la mise en page. Alors, le contrôle en amont, il peut se régler différemment, mais en effet, il peut signaler qu'il y a des images RVB dans le document. Donc, c'est pour ça. Ça dépend, J'ai appelé ici, donc on voit. ça dépend comment il est réglé. Il faut se faire des profils de contrôle en amont et ou pas s'occuper de ça. Et au moment où on exporte le PDF, je vais vous montrer. Fichier exporté, PDF impression. Voilà. C'est ici que vous indiquez la conversion vers le profil que l'imprimeur vous donne en fonction du papier que vous avez choisi. On fait ça aussi. Aussi. Ah, ben, moi, j'ai appris pour la petite portion. Donc, vous convertissez du CMJN vers du CMJN. Si vous mettez des images CMJN dans le document. Ce petit peu. D'accord. Donc, les deux sont possibles. On peut avoir une nécessité de faire les documents en CMJN si on veut avoir un contrôle total sur les quantités d'encre. Sinon, on laisse faire la gestion des couleurs qui fait la conversion à l'exportation. Voilà. En fait, ce que vous êtes en train de dire, Donc, ce qui se passe, c'est que si vous allez en agence, vous êtes employé et on vous dit de faire des documents en CMJN, vous les faites en CMJN, c'est des habitudes. Ils fonctionnent comme avant, pourquoi pas. Si on vous dit de faire des documents RVB, vous les faites en RVB, voilà. Il ne faut pas s'étonner, parce qu'on sait que la conversion va se faire après. Donc, c'est bien de faire les documents en CMJN. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs CMJN. Hein. Dans Photoshop, je transforme en quoi? Vers quel profil? Mais toi, on t'avait dit de transformer vers un profil spécifique. Ce n'était pas juste image mode CMJN dans Photoshop, c'était... une image, enfin, voilà, et après, se dit dans Et la résolution aussi. 300 dpi. Complètement inutile, contre-productif. Je ferai la démonstration, vous allez voir, c'est encore pire que de faire en CMJN. Mettre la résolution en 300 pixels par pouce dans Photoshop, et alors c'est hyper perturbant, vous allez dire, mais c'est quoi ce truc? Hein? Pourquoi? faire machin. La force des habitudes. Ben, je sais pas, c'était nous. Vous allez voir, mettre les images en 300 pixels par pouce dans Photoshop pour les utiliser après dans InDesign, c'est inutile, contre-productif, générateur de problèmes. Mais vous allez voir. Après, vous faites votre propre avis. Hein. Je crois que Ouais. Oui, oui. Ah, mais si tu mets tes images en 300 pixels par pouce dans Photoshop, tu les amènes dans InDesign. Si tu veux les agrandir ou les rétrécir dans InDesign, elles ne sont plus à 300 pixels par pouce. Ah. Tandis qu'avec la nouvelle méthode, ça n'a pas d'importance. On peut les agrandir, les rétrécir dans InDesign, faire une mise en page. On n'est pas... oui, on choisit la dimension de l'image dans InDesign. Et c'est au moment de l'exportation en PDF qu'on ramène tout à 300 pixels par pouce. Voilà. Et on peut même aller modifier le panneau de contrôle en amont pour qu'il nous dise « Tiens, attention, certaines images sont sous 300 pixels par pouce, tu les as trop agrandies. » À ce moment-là, il faut aller les modifier dans Photoshop, multiplier les pixels ou les réduire dans la mise en page. Ça va être vérifié aussi. Donc, moi, je vous donne l'info. On va faire des tests. On aura la démonstration que ça marche. Vous pouvez contacter des gens qui travaillent comme ça, qui vont vous dire. Après, moi, je vous dis, si vous allez en agence ou si vous travaillez avec des gens qui fonctionnent à l'ancienne, ils vont devenir rouges de rage.
Si vous leur dites que mettre les images en 300 pixels par pouce dans Photoshop, ça sert à rien, que vous pouvez les laisser en RGB, ils vont devenir rouges de rage. Ils vont dire: «Mais c'est pas possible!» Mais pourtant si. C'est comme ça que Adobe préconise de fonctionner aujourd'hui. Bon, pour l'article sur les 300 DPI, je pourrais vous trouver aussi un article qui parle de ça, mais on fera la démonstration, vous allez voir. Donc je vais, pour votre information, vous montrer les 2 méthodes, l'ancienne, la nouvelle, parce que vous serez peut-être confronté, si vous travaillez en agence, à l'ancienne méthode, les habitudes de travail. Mais vous comprendrez pourquoi la nouvelle méthode est meilleure. Et vous n'arriverez pas à changer les habitudes, n'essayez pas, hein. Si vous avez affaire à des gens qui fonctionnent comme ça depuis 10-20 ans, ce sera impossible de changer les habitudes. Le seul moyen, ce soit que quelqu'un, qui fournit, les matériels d'impression, quelqu'un du métier, le dise. Quelqu'un, voilà, ou peut-être un représentant de chez Adobe, le dise, mais ça aura du poids, mais voilà. Voilà, donc pour la suite, ce qu'on verra, c'est comment faire des variantes, de teintes éventuellement au départ d'une couleur. Donc, une nouvelle teinte, vous allez voir quel est l'intérêt. On verra comment mettre, dans le texte, un titre, et donc là, ça va se comporter assez différemment de maintenant. Il faudra, créer des styles et bien séparer les choses dans différents paragraphes. On utilisera les styles de paragraphes. On importera des images, on fera des images qui habillent le texte, donc qui repoussent le texte, quand on les amène près du texte. On fera de l'exportation, CMJN 300 pixels par pouce. Et voilà, ce sera déjà, une bonne base pour avancer dans InDesign. Voilà, voilà. Mais